Merci à ceux qui nous rejoignent d'être là. Merci à ceux qui étaient déjà là tout à l'heure d'être restés pour la suite. Alors, vous savez qu'au Forum européen de bioéthique, effectivement, nous avons coutume de commencer à travailler. Et aujourd'hui, nous avons déjà eu 4 séances très bien suivies et avec beaucoup de participation de la part du public, ce qui est absolument réjouissant. Et puis de procéder à l'ouverture officielle de cette édition, de chaque édition. Et à chaque fois, il est vrai que nous avons vraiment le plaisir et l'honneur de recevoir des élus, les représentants des collectivités, ceux qui nous soutiennent, ceux qui, sans leur aide, de toute façon, on n'aurait pas pu faire ce forum, ni aucune des éditions. Mais tout de suite, je vais déjà laisser la parole à notre président Jean-Louis Mandel, qui a quelques mots à dire. Voilà. Bonjour, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Conseil régional d'Alsace, Monsieur le Président de la communauté urbaine de Strasbourg, Monsieur le maire, Madame la représentante du recteur, Madame et Monsieur les représentants du Conseil de l'Europe, Mesdames et Messieurs les élus, les représentants de nos partenaires publics et privés qui nous accompagnaient cette année encore dans la réalisation de cette 4e édition, et cher public qui est la justification de ce forum, vous tous qui prenez une part très active à nos rendez-vous, et je dois dire que j'étais absolument stupéfait de voir le monde qu'il y avait, par exemple, à la séance précédente. Donc je suis très heureux d'ouvrir officiellement, devant cette assistance aussi nombreuse, la 4e édition du Forum européen de bioéthique, qui est déjà ouvert dans les faits, effectivement, avec les premiers débats de cette journée, mais aussi avec 3 débats suivis aussi par un public très nombreux à Mulhouse, jeudi dernier. Donc le thème de cette année est « Connaître le cerveau, maîtriser les comportements », avec 130 intervenants, 58 débats ou rencontres, et comme dans les précédentes éditions, une part importante laissée à la participation active des jeunes, lycéens et étudiants, mais aussi à des manifestations artistiques. Je rappellerai juste brièvement les thèmes abordés dans les 3 éditions précédentes. En 2013, le corps humain en pièces détachées, avec des débats qui allaient du don et du trafic d'organes, la prostitution, la fabrication du vivant, le genre, l'orientation et l'identité sexuelle, tout ça suivi par près de 12 000 auditeurs, souvent très actifs par leurs questions. En 2012, la famille en chantier, qui a abordé entre autres thèmes le diagnostic prénatal et l'eugénisme, le statut de l'embryon et du fœtus, la gestation pour autrui, les cellules souches, le droit de l'enfant, le droit à l'enfant, et la procréation médicalement assistée. Et cette première édition en 2011, où on se demandait est-ce que ça va marcher, et qui avait attiré 6500 personnes, qui fut consacrée au vieillissement et à la fin de vie, avec par exemple une séance mémorable par sa qualité et sa densité sur euthanasie et suicide assisté. Donc Israël Nizan, Nadia Aubin et moi tenons à remercier très vivement la ville de Strasbourg, la communauté urbaine, la région Alsace, pour leur soutien financier et logistique, sans lesquels ce forum n'existerait pas. Votre implication et votre confiance renouvelée sont un puissant stimulant. Nous remercions également chaleureusement les partenaires, les DNA, la librairie Kléber, le rectorat, le club de la presse et tant d'autres, et les prestataires qui nous permettent de tenir un budget très serré, les 320 personnes en contact direct tout au long de l'année pour la préparation de cet événement avec la directrice du forum, Nadia Aubin. Et je tiens à remercier notre conseil d'administration, mon ami Israël Nizan et notre directrice Nadia Aubin, sa collaboratrice Brigitte Becker, qui avec leur énergie inépuisable et leur créativité sont au service de l'ambition de ce forum d'être une expression contemporaine de l'humanisme rhénan. Alors, comme je suis quand même aussi scientifique, je voudrais revenir brièvement au thème de cette année, ce cerveau humain, cet organe de 1,4 kg, dont la structure anatomique est très complexe, avec plus de 100 milliards de neurones, pouvant former chacun des milliers de connexions, et un influx nerveux qui peut se propager à des vitesses allant jusqu'à 100 mètres par seconde. Organe donc au fonctionnement d'une complexité inouïe, sur lequel nous avons beaucoup appris, aussi par l'analyse de systèmes nerveux plus simples dans d'autres organismes,
du ver nématode et de la mouche drosophile à la souris. Mais notre ignorance portant sur des questions fondamentales sur son fonctionnement, ou sur les maladies psychiatriques ou neurologiques ou neurodégénératives qui perturbent son fonctionnement, eh bien, cette ignorance est beaucoup plus grande que nos connaissances. Et c'est pour cela que 2 grands programmes viennent de voir le jour aux États-Unis et en Europe. Aux États-Unis, la Brain Initiative, qui a le but de cartographier l'activité de chaque neurone du cerveau humain, qui est financée au niveau de 300 millions de dollars par an pendant 10 ans. Et pour l'Europe, le Human Brain Project, qui vise à simuler le fonctionnement du cerveau humain pour mieux le comprendre et à développer des thérapeutiques nouvelles, et qui est un des 2 projets phares dans le domaine de la recherche de l'Union européenne, avec un budget estimé à 1,2 milliard d'euros sur 10 ans. Et évidemment, touchant directement à ce qui fait la spécificité de l'homme, un langage élaboré, la communication par l'écriture, la pensée, la culture, toute intervention sur le fonctionnement du cerveau pose des questionnements éthiques qui seront très largement abordés au cours de cette semaine. Donc je vous remercie tous de votre attention et je vous souhaite un excellent forum. Merci Jean-Louis. Monsieur le maire, si vous voulez bien me rejoindre à la tribune. Nous allons vous écouter. Monsieur le préfet, monsieur le président de la région Alsace, monsieur le président de la communauté urbaine, monsieur le président du forum, cher Jean-Louis Mandel, monsieur le vice-président, premier vice-président, cher Israël, où est-ce qu'il est? Il est là, oui. Inspirateur et maître d'œuvre de cet événement, aux côtés de Nadia Aubin, évidemment, qui, elle, est la cheville ouvrière, on peut dire, de cette superbe manifestation. En entrant tout à l'heure dans cette salle, j'ai été frappé d'abord par les flux de concitoyens qui en sortaient, par l'atmosphère chaleureuse dans tous les sens du terme de cette salle, et donc probablement par, je dirais, l'activation des neurones dans la séance précédente qui a produit, je suppose, cette chaleur. Alors, je suis très, très heureux, moi aussi, de pouvoir dire quelques mots d'introduction. Je me garderai bien d'entrer dans le détail technique des choses. Je n'en ai pas la capacité, je suis un généraliste et néanmoins, je suis intéressé par ce qui se fait, ce qui se passe ici au moment de ce 4e Forum européen de la bioéthique. Je suis frappé, alors notamment par ce forum-là, mais par d'autres manifestations qui rassemblent des citoyens en nombre considérable. Strasbourg est un lieu de débat. Et je me suis parfois interrogé sur les raisons de cette spécificité strasbourgeoise. D'où ça vient? Probablement parce que les citoyens en général sont intéressés par les débats lorsque ce sont de vrais débats, avec de vrais échanges, respectueux de l'opinion différente, mais aussi probablement parce que Strasbourg est, de par son histoire, un lieu de diffusion, de rayonnement de différentes formes de pensée, en particulier de la pensée humaniste à l'époque de la Renaissance. Peut-être que cette appétence, cet appétit des Strasbourgeois pour le débat public remonte-t-il à cette époque? Je n'en sais rien, mais en tout cas, je constate le phénomène. Par ailleurs, dans une vie antérieure, qui est maintenant déjà assez lointaine, il m'arrivait de dire à mes élèves que dans l'histoire de l'humanité, il y avait des progrès observables, considérables en matière scientifique et en matière technique, mais qu'en revanche, sur le plan philosophique et sur le plan moral, il n'y a pas énormément de différence entre les philosophes d'aujourd'hui et les philosophes de l'Antiquité. Donc je mettais en avant cette distorsion, on peut dire, dans le déroulement des progrès rapides, de plus en plus rapides sur le plan scientifique et sur le plan technique, relativement plus lents sur le plan philosophique et sur le plan moral. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui,
on arrive au bout de ce chemin-là. Et les progrès sont tels qu'ils nécessitent de revisiter aussi les concepts moraux et philosophiques. Et lorsqu'on s'intéresse au cerveau, ce qui va être le cas dans les jours qui viennent, c'est évidemment à cet aspect je dirais, des comportements humains, maîtriser les comportements humains, c'est indiqué dans le sous-titre. D'ailleurs, quelqu'un m'avait préparé une petite note et m'a dit, non pas maîtriser, mais il a écrit manipuler les comportements, ce qui n'est pas du tout la même chose. Encore que, justement, un des problèmes, c'est d'éviter les manipulations à partir de ces progrès scientifiques et techniques extraordinaires. En bref, je pense que, mon cher Israël, tu as eu une intuition de génie. Tu as compris que ces questions-là sont des questions essentielles aujourd'hui et le nombre de personnes qui sont rassemblées et qui seront rassemblées dans les jours qui viennent en témoigne. Donc merci à toi, merci à Nadia d'avoir porté ce projet, de l'organiser chaque année depuis maintenant 4 ans. Je suis absolument convaincu que dès aujourd'hui, ce forum participe à l'identité, à la spécificité strasbourgeoise et qu'il y participera de plus en plus dans les années à venir. Merci à vous. Merci à vous, Monsieur Jacques Bigot, président de la communauté urbaine de Strasbourg. On peut passer aussi de l'autre côté. Elle me fait peur un petit peu, cette estrade. Bonsoir à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, le fait que plusieurs collectivités, la ville de Strasbourg, la communauté urbaine, le conseil régional, participent financièrement au soutien du forum fait que vous avez le droit d'avoir dans votre cerveau pendant quelques instants les discours des uns et des autres. Mais nous saurons être brefs et peut-être vous expliquer simplement pourquoi ce soutien. Roland Ries l'a déjà dit, d'abord parce que Strasbourg, la communauté urbaine, la région aussi, et nous l'avons inscrit dans nos projets, bien évidemment, et je parle sous le contrôle de Monsieur le Président de l'université ici présent, nous savons que notre développement, nous le devons à l'excellence universitaire, à l'excellence scientifique qui existe ici, et puis aussi à cette vision européenne de Strasbourg qui fait que le Président de la République a envisagé que, au 1er janvier 2015, Strasbourg devienne une eurométropole dans l'organisation territoriale française nouvelle et que le président de la communauté urbaine que je suis, mais en accord avec le maire de Strasbourg, souhaite que cette eurométropole soit une eurométropole des sciences au service de l'être humain. Et je pense que c'est important de le dire parce que ce cerveau dont le professeur Mandel parlait à l'instant, cette petite matière grise qui commande comme un ordinateur l'intégralité de tout, y compris de nos émotions, est de plus en plus connue et en même temps encore tellement méconnue. Lorsque vous comprenez que l'atteinte d'un choc frontal dans un accident de la circulation au cerveau peut complètement perturber le comportement d'un individu et faire que sa famille, son entourage, dire on ne le reconnaît plus, on ne sait plus qui il est, lorsque l'on comprend que tel directeur d'une chaîne de télévision jadis nationale, devenue capitalistique, vous dit « moi je suis là pour vendre des minutes de cerveau humain parce que ça fait partie du marketing », on comprend combien cette compréhension du cerveau et les débats auxquels vous allez pouvoir assister entre les neurologues, entre les spécialistes des neurosciences, entre les psychiatres, les psychanalystes, les juristes, etc., seront passionnantes. Comment est-ce que l'on peut arriver effectivement à penser à un moment donné à un déterminisme humain pour dire mais tout s'explique par ce qui se passe dans le cerveau et en même temps, lorsque l'on apprend qu'un grand conducteur de véhicules automobiles de Formule 1 a subitement un accident banal, en quelque sorte malheureusement, de ski, eh bien l'intervention pour le cerveau peut modifier son avenir dans un sens ou dans un autre grâce au progrès de la médecine. C'est tout cela dans une ville universitaire,
dans une ville où la faculté de médecine, l'environnement de notre hôpital universitaire, les recherches qui sont faites, comme chez vous, professeur Mandel, à l'IGBMC, déterminent effectivement le succès. Strasbourg, effectivement, se devait de soutenir un tel forum pour que vous, les habitants de la ville, les habitants de la région Alsace, c'est la raison pour laquelle, avec l'encouragement de la région, un premier moment de forum a eu lieu le 23 janvier à Mulhouse, dans le cadre du pôle métropolitain également, pour que vous tous, vous ne soyez pas absents de ces grandes recherches, parce que c'est de l'humanité dont on parle. Or, l'humanité, elle appartient aux citoyens, et votre présence nombreuse et votre participation pour ce forum déterminent que l'argent public a été bien mis. Merci à vous de votre soutien. Merci au Forum européen de la bioéthique de continuer ainsi à nous faire réfléchir, et cette année de manière assez exceptionnelle. Voilà. Et je suis content de voir que mon cerveau n'a pas défailli et que ma mémoire a resté jusqu'au bout du discours. C'était un test également. Monsieur Philippe Richert, président du Conseil régional d'Alsace, effectivement, qui nous a soutenus depuis le début. Et c'est la 3e année que nous commençons par Mulhouse. Il va y avoir une forme de répétition nécessairement parce que il est vrai que nous sommes tous en train de nous interroger pourquoi les collectivités participent-elles, y compris financièrement, à ce forum. Tout à l'heure, le président Jean-Louis Mandel disait voilà, on se réjouit de ce public si nombreux, et c'est vrai que c'est absolument extraordinaire. J'étais venu un peu avant la fin du débat précédent et on peut se rendre compte combien aujourd'hui cette salle est densément remplie. Elle le sera sans doute encore plus quand les thèmes sérieux vont démarrer d'ici quelques minutes. Et on se rend compte combien il y a une appétence pour ces débats, combien il y a une volonté de savoir, parce que c'est bien sûr, ce sont des débats scientifiques, mais il y a aussi la capacité, au-delà du débat scientifique, d'informer et de laisser le public interroger et de débattre. Je crois qu'on peut le dire objectivement, la première raison de la participation de la région, c'est d'abord parce que nous avons 2 porteurs de sujets, 2 porteurs de dossiers qui savent être convaincants. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de résister au professeur Nizan lorsqu'il vous engage sur une voie, c'est compliqué, et lorsqu'ils sont en pair avec le président Jean-Louis Mandel, c'est difficile de résister. C'est vrai qu'on l'a encore vu tout à l'heure, devant le talent, l'intelligence et la force de conviction, c'est pas évident pour les collectivités de ne pas être de la partie. La deuxième, c'est que bien entendu, il y a une vraie réponse et une vraie appétence. Et quand on est, comme nous, l'expression de la démocratie, ce n'est rien d'autre, les collectivités. Quand on est l'expression de la démocratie et que nous voulons la faire vivre, nous ne pouvons qu'encourager ces débats. On l'a fait sur d'autres sujets pour le Forum mondial de la démocratie avec le Conseil de l'Europe, partenaire là aussi parce que c'est un vrai sujet. La démocratie, comment elle s'organise dans les pays qui sont en devenir. On est en train de se réjouir, et on est vraiment heureux de se réjouir, que la Tunisie ait maintenant une constitution. Mais quel travail ce fut! Puis on regarde en ce moment ce qui est en train de se passer en Syrie et ailleurs. Nous savons que nous avons besoin de faire progresser la démocratie, et donc nous participons. Mais chez nous aussi, on en a besoin. Bien sûr, je n'oublie pas, je me tourne vers quelques-uns qui sont dans la salle, et il y aura de toute façon des débats dans Strasbourg dans les semaines et les mois qui viennent. On sait que nous allons avoir et nécessairement des débats qui vont attirer du monde et qui vont enthousiasmer du monde, par définition. On a eu ces derniers jours et ces dernières semaines au plan national beaucoup de débats que les médias d'ailleurs ont relayés. Puis on s'interroge, on se dit, on a besoin qu'au-delà de ce qui est porté par le politique, on ait des gens de la société, au travers des grands sujets que vous portez, qui donnent accès au public, à la connaissance et au débat. Et on voit que la réponse est là. C'est l'une des raisons pour lesquelles, effectivement, nous sommes présents. Alors c'est vrai que ce débat, ce forum, il est aujourd'hui porté d'abord par des scientifiques. Le président Mandel le rappelait. N'oublie pas que je suis un peu scientifique quand même. Donc, sont portés par d'éminents scientifiques. Quand on prend la liste des experts, on m'a mis qu'il y a une centaine d'experts. Alors, je ne sais pas si on a encore le droit de dire experts. Paraît-il que maintenant, le nom est réservé pour les handballeurs de l'équipe de France et pour Thierry Omeyer. Mais au-delà de Thierry Omeyer, quand je regarde, il y a là des experts dans le domaine du scientifique qui sont absolument de premier rang. Et c'est vrai que le partage peut être de très, très grande qualité.
mais des experts ici en Alsace. Nous en avons eu, je repense à Marc Bloch qui, à l'époque, le disait déjà, ce grand historien qui avait inventé à Strasbourg l'interdisciplinarité, écrivait « Il ne suffit pas pour être un grand universitaire d'être un excellent scientifique, il faut accepter aussi de faire son service en ville ». Et c'est ce service en ville, mesdames, messieurs, que vous nous proposez. Et évidemment, nous sommes heureux que cette promesse de Marc Bloch, que le Forum européen de bioéthique tient et se réalise. C'est ce forum qui réalise cette promesse. Interdisciplinarité, citoyenneté, voilà ce qui fait du Forum un lieu nul autre, à nul autre pareil, un lieu d'une nécessité pour la démocratie, pour la science et bien entendu pour Strasbourg, que Strasbourg fait évidemment rayonner. Je voudrais terminer en revenant simplement, parce que moi aussi je ne vais pas aller sur le fond des sujets, c'est beaucoup trop difficile pour quelqu'un qui essaye de le suivre et avec les grandes difficultés que nous avons. Je voudrais juste citer deux, trois grands penseurs. D'abord Rabelais, avec son tiers-livre. C'est lui en réalité qui a inventé le plus grand principe de bioéthique sans même le savoir. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Aujourd'hui plus que jamais, toutes les citations nous y ramènent. Nous avons à notre disposition tout ce qui peut permettre évidemment de favoriser ce qu'on appelle le progrès. Mais nous savons aussi que ce progrès, que cette orientation que nous donnons, elle doit être discutée. C'est tout l'enjeu de ce forum, c'est tout le besoin que nous pouvons exprimer. Et puis je voudrais terminer en parlant tout simplement de quelqu'un qui peut nous inspirer. C'est Descartes. Descartes, en 1664, je sais que c'est une date cible ici en Alsace, qui disait dans son traité L'Homme, donc paru en 1664, que la glande pinéale, c'est-à-dire l'épiphyse, était le siège de l'union entre le corps et l'âme. Il fait rire toute la neuroscience d'aujourd'hui, évidemment. Mais à une époque où chacun pensait que la connaissance, les émotions, les passions étaient logées dans le cœur, lui, à l'époque, il réalisait une véritable révolution. Et cette révolution n'était pas médicale ou biologique, elle était métaphysique. Pour la première fois, on raccrochait la pensée, les émotions, la connaissance, les choses que nous croyons immatérielles, à ce que Descartes appelait lui-même l'étendue, c'est-à-dire le corps, l'organe, le cerveau. Voilà, je vais m'arrêter là. Je veux simplement vous redire à vous toutes et tous, d'abord aux trois porteurs, je me permets, Nadia, aux trois porteurs de vous dire un très grand merci pour ce que vous apportez dans le débat à Strasbourg, à l'Alsace, et si vous le permettez, à la communauté scientifique, et tout simplement aux citoyens au pluriel, de ce que vous permettez comme expérience, parce que c'est une expérience, et une expérience, j'en suis persuadé, qui d'année en année a vocation à continuer à grandir, parce que nous le voyons. J'ai regardé évidemment le programme, les sujets que vous abordez sont d'une telle densité, sont d'une telle actualité et ont un tel besoin d'être débattus publiquement que ce que vous faites n'est pas simplement la concrétisation d'une volonté et d'une intuition personnelle, mais c'est aussi répondre à un grand besoin que nous avons aujourd'hui dans notre société. Merci et bon débat dans les jours qui viennent. Je suis sûr que nous repartirons heureux, ravis de ce que nous avons pu entendre, de ce que nous avons pu apprendre, mais surtout de ce que nous avons pu vivre. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que les élus vous ont dit pourquoi ils s'engagent auprès de nous et nous permettent de réaliser cela. J'aimerais juste aussi, si vous en avez le temps, allez sur notre site internet, vous allez retrouver ces mêmes élus en tant que grands témoins en 2011, 2012, 2013. Et je crois qu'on peut voir aussi la dimension humaine qui est en eux, pourquoi ces sujets-là les intéressent. Monsieur le préfet de région, c'est à vous maintenant. Mesdames, Messieurs, je découvre, moi, effectivement, le Forum européen de la bioéthique. C'est la première fois que j'ai la possibilité d'y assister. Et je suis très impressionné, effectivement, par la manière dont c'est en train de se lancer, de s'organiser. J'y vois d'abord une grande forme d'espoir. Nous sommes tellement les uns et les autres confrontés
à toute une série de peurs, de débats, d'interrogations sur lesquels de temps en temps nous sommes en train de fermenter en nous-mêmes avant de trouver des solutions, que la possibilité de pouvoir nous retrouver ici, ainsi, à pouvoir discuter avec les plus grands médecins, avec des philosophes, avec des sociologues, me paraît quelque chose d'extrêmement important. Le deuxième élément d'espoir qui me frappe, c'est que vous êtes un forum européen. Le professeur Nizan le rappelait, on est ici dans une terre où l'humanisme rénan a été une des sources de la philosophie et de la pensée au cœur de l'Europe. Pouvoir aujourd'hui réfléchir ensemble à différentes nationalités, avec des étudiants, des chercheurs de toutes nationalités, c'est aussi par rapport à toutes les inquiétudes, toutes les interrogations que l'on peut avoir, tous les textes de loi sur lesquels nous sommes en train de réfléchir, se rappeler que la réponse, elle est d'abord commune, parce que nous avons au sein de l'Europe des valeurs, des idées, des croyances qui sont communes et qui ont un fond commun à partir duquel nous pouvons construire quelque chose. Et ceci me paraît effectivement extrêmement important aussi, et je crois que c'est une grande forme d'espoir que nous pouvons avoir lorsque nous essayons de construire une collectivité européenne. On peut le faire sous tant d'angles, économique, politique, social. Sous l'angle de la philosophie, sous l'angle du fond de la pensée humaine, c'est quelque chose qui est parfois beaucoup plus difficile, et pourtant c'était le fondement, c'était l'origine de ce qui a commencé à construire l'Europe. Le rappeler aujourd'hui, j'allais presque dire dans cette terre d'Alsace qui a autant souffert au sein de l'Europe, c'est une manière de montrer que justement, de ces souffrances, de ces difficultés, peut naître la réflexion, peut naître la construction. Le troisième élément que je voudrais évoquer, c'est justement le thème qui nous réunit aujourd'hui. Et c'est effectivement un thème passionnant. Sous l'angle médical, vous l'avez rappelé, sous l'angle philosophique, vous l'avez évoqué, mais aussi sous l'angle sociologique. Je relisais une citation de Norbert Elias, « L'homme civilisé est l'homme social qui a atteint un stade suffisant de contrôle des passions pour en prendre conscience et être capable d'user d'introspection. » Moi qui suis, de par mes responsabilités, régulièrement amené à prendre des arrêtés qui aboutissent à placer en hôpital psychiatrique une personne contre son consentement, mais parce qu'on la considère dangereuse pour elle-même ou pour autrui. Moi qui suis chaque jour amené à m'interroger sur les questions d'addiction aux stupéfiants, à l'alcool, mais aussi au jeu, et parfois aussi à l'addiction à certaines idées qui empêchent de réfléchir et de prendre du recul sur ce que des gens sont en train de vous expliquer et pourquoi on le gobe, on l'avale aussi bêtement, alors qu'un instant de réflexion permettrait de se rendre compte que les choses peuvent aller mieux. Cet élément-là, cet élément sociologique, il est tout à fait essentiel pour nous. Il est essentiel pour moi en tant qu'autorité administrative, il l'est aussi pour les élus qui vont faire la loi, il l'est aussi important pour les juges qui vont juger, qui donc doivent comprendre ce qu'il en est. Alors aujourd'hui, cet impératif catégorique de Kant agit de telle sorte que tu considères l'humanité aussi bien en ta personne qu'en autrui, jamais seulement comme un moyen, mais toujours aussi comme une fin. Il nous oblige les uns et les autres, en vous écoutant, en écoutant les travaux qui vont avoir lieu, à s'engager en fonction de l'humanité, du respect de la dignité des personnes. Et elle nous oblige ainsi à nous remettre en cause. Administrer, légiférer, juger, sans jamais se remettre en cause, sans jamais s'interroger sur le pourquoi et sur le comment la loi s'applique, comment les idées sont venues aux personnes, comment les choses se sont organisées, c'est perdre la légitimité de l'acte d'administrer, de légiférer et de juger. Si nous ne nous remettons pas en cause, si nous ne réfléchissons pas, nous perdons le droit d'agir. Alors des séances comme celle-ci aujourd'hui, où les uns et les autres nous participons, nous apprenons et nous vous écoutons, elles sont importantes pour vous, évidemment. Elles sont importantes aussi pour nous, parce que nous allons beaucoup apprendre de ce qui va être dit aujourd'hui, pas seulement par les intervenants, mais par les questions que vous allez poser, les réactions que vous allez avoir. Et d'ores et déjà, votre présence est une première réponse. Je souhaite beaucoup de succès à ce forum, je souhaite vraiment beaucoup de succès à ce forum européen, parce que je crois profondément que c'est une grande forme d'espoir dans notre société. Je vous remercie. Merci. Merci à vous, merci à tous.
Alors, nous allons procéder à cette conférence, c'est un rituel chez nous inaugural à 2 voix, cette fois avec Lionel Nakache. Alors, je précise qu'il arrive tout droit de New York, c'est bien ça. C'est pour ça qu'il n'a pas pu être avec nous ce matin, alors que nous l'avons annoncé sur le programme. Donc, neurologue, chercheur en neurosciences. Lionel qui va peut-être répondre à toutes les questions qui étaient en filigrane tout au long de la journée depuis 10 heures ce matin. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on sait lire? Est-ce qu'on sait lire dans les pensées? Qu'est-ce qu'on sait lire? Et puis surtout, avec beaucoup d'inquiétude, les gens se demandent pourquoi en faire. On vous écoute. Bonsoir à toutes et à tous. J'aimerais d'abord commencer par chaleureusement remercier justement Nadia, Israël Nizan et Jean-Louis Mandel et tous les organisateurs de cet événement magnifique, dont j'ai raté le début, comme vous l'avez entendu, mais rien qu'en arrivant maintenant, je trouve que c'est assez inhabituel qu'on ait la chance de pouvoir échanger dans de telles conditions. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est non pas d'apporter des réponses, vous le savez, mais c'est plutôt de vous aider à vous forger vos réponses, en tout cas de pouvoir utiliser les données scientifiques actuelles, avec, à mon sens, ce qu'on doit toujours essayer de faire, c'est, quand on aborde une question qui semble complexe et qu'on ne maîtrise pas initialement, c'est essayer de chasser tout ce qui relève du fantasme, des a priori, pour essayer, la tête assez froide, de voir de quoi il s'agit exactement quand on pose une question. Ce soir, la question que je vais traiter est très importante, mais ce n'est pas la plus difficile, la plus délicate. Il y a d'autres questions dans le champ éthique qui, d'après moi, répondent au même modèle. Ça veut dire prendre en compte l'ensemble des éléments d'un problème en chassant une approche un petit peu idéologique qui permettrait de savoir dès le début où on va arriver, en fait. Voilà, donc c'est un petit peu ces repères que je vais essayer de vous donner. Je dois vous dire qu'en plus du jet lag, j'avais prévu de vous montrer des images. Donc je vais devoir faire preuve encore plus de dynamisme pour essayer de remplacer les images. Je ne pourrai pas toutes les mimer. Et je voulais commencer par une chose suivante, c'est que c'est un principe auquel moi je tiens. J'aime bien on a cité quelques grands auteurs, j'aime bien cette notion de penser que le diable se cache dans les détails. Autrement dit, lorsque vous voulez parler d'une question comme ce soir, qu'est-ce qu'on sait lire dans le cerveau de l'activité mentale? Avant de partir dans des grandes réflexions éthiques, phénoménologiques, lévinassiennes, ou ce que vous voulez, on va d'abord mettre sur la table de quoi il s'agit, en fait. Qu'est-ce qu'on sait faire et qu'est-ce qu'on ne sait pas faire avec ces outils actuellement, pour vous donner entre les mains, justement, ces éléments qui vous permettent à vous, ensuite, d'élaborer votre réflexion. Et donc, j'aurais commencé, si j'avais des images, comme dans un film de James Bond, par une petite histoire introductive, une expérience. Alors, je vous la raconte, l'expérience, c'est très rapide. C'est un article qui a été publié en 2006 par le groupe de Thirion, à Neurospin. L'expérience est la suivante. On vous montre sur un écran 6 dominos différents. Vous voyez, des petits dominos qui ont des formes différentes. Bon. Et on vous glisse dans une IRM. Et dans cette IRM, on enregistre l'activité de votre cerveau pendant que vous percevez chacun des 6 stimuli, chacun des 6 dominos. Okay. Ensuite, l'étape critique, c'est qu'on va vous demander, à un moment donné, de penser à l'un des 6 dominos, celui que vous voulez. Vous êtes libre de penser à l'un des dominos. Et puis, si on veut, vous le marquez sur un bout de papier. On sait à quoi vous avez pensé, mais vous ne le dites pas à l'expérimentateur. Et l'expérimentateur, à partir des données IRM acquises pendant que vous étiez en train d'imaginer un des 6 dominos, essaye de deviner auquel vous avez pensé. Et on est vraiment là dans la question qui nous occupe. Au niveau le plus élémentaire, mais on citait Descartes, l'approche cartésienne qui est toujours aussi la nôtre, une approche analytique qui décode des processus complexes en processus élémentaires, permet souvent d'aller assez loin. Et souvent, lorsqu'on a une attitude un peu moqueuse ou naïve, en disant mais ça, de quoi vous parlez, c'est pas la vie mentale, c'est des dominos. En fait, la vie mentale, ça commence par des dominos souvent. Donc je veux dire que cet élément-là, au moins, on sait de quoi on parle. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez qu'effectivement, une expérience pareille, vous arrivez à faire mieux que le hasard. C'est-à-dire que si on imagine que les 6 dominos ont la même probabilité, vous avez une chance sur 6 de trouver la bonne réponse si vous lancez un dé. Et bien là, ce que vous faites, en fait, c'est que vous arrivez à atteindre un taux de réponse, de prédiction, de décodage du domino imaginé qui peut avoisiner les 60 et 70% pour certains sujets. Donc là, on est vraiment dans la question qui nous intéresse. Des éléments objectifs, avec une technique moderne, l'IRM fonctionnelle, qui permettent de plonger dans un aspect qui, d'après moi, on peut en discuter, mais fait partie déjà de notre vie mentale, notre imagination. Notamment là, des attributs visuels, quelle image nous avons forgé dans notre esprit à un moment donné. Alors, ce n'est pas de la magie, on n'est pas des magiciens, donc pour arriver à voir d'où vient tout ça, il faut se mettre dans une perspective historique. Et la science, évidemment, est une discipline qui a une histoire propre et qui est importante de comprendre. Quelques repères rapides.
pour arriver à comprendre comment une telle expérience peut être faite, et plus largement, au-delà de cette expérience, comment les sciences dont vous entendez parler autour du décodage cérébral en IRM ou avec d'autres techniques, elles ne sont pas sorties comme un champignon, elles ont une histoire qui s'enracine dans une histoire scientifique qui est riche, qui est complexe et qui mérite d'être appréhendée pour bien saisir en fait l'originalité de ces découvertes. Alors quelques repères très rapides. Fin 19e, début 20e siècle, grâce à la neurologie, l'étude de patients qui ont des lésions cérébrales, on comprend assez finement que les images visuelles commencent à être générées dans le cortex occipital, juste devant l'occiput en fait. Donc vous le savez tous, mais à l'époque c'était déjà un scoop, on a les yeux devant, mais en fait les régions du cerveau, du cortex qui vont vraiment traiter les images des rétines sont plutôt celles qui sont toutes à l'arrière de notre cerveau. Donc fin 19e, début 20e, des travaux comme Desgerine par exemple et son épouse en France, qui permettent de bien mettre en évidence des structures corticales qui sont en charge de la construction de cartes visuelles mentales, si vous voulez. Donc on est début du XXe siècle. Ensuite, il faut aller plus loin, parce que si vous n'avez que ça comme connaissance, et vous prenez l'IRM, vous ne ferez pas grand-chose. Eh bien, on avance, et vous avez à peu près un demi-siècle, c'est long un demi-siècle, de neurophysiologie, de décodage, de comment fonctionnent les neurones de cette région. Nous avons tous des métaphores informatiques en tête, donc vous savez tous ce que c'est qu'un hacker qui essaye de casser un code informatique. Eh bien, d'une certaine façon, en neurophysiologie, c'est ce qu'on fait. On essaye de trouver quels sont les codes utilisés par les neurones des différents réseaux cérébraux pour coder ce qu'on appelle des représentations mentales. Des perceptions, mais des souvenirs, des émotions, une volonté, une projection dans l'avenir, etc. Donc on essaie de comprendre comment les différentes régions du cerveau codent une information. Pour mettre ce point plus clair, je pense que c'est important, il faut que vous sachiez que tous les neurones obéissent au même principe de codage, que je ne vais pas résumer ici, mais qui est un principe binaire en fait. Soit un neurone est au repos, soit il envoie un potentiel d'action, un état d'excitation. Et donc chaque neurone est gouverné par le même type de principe. Simplement, les réseaux anatomiques dans lesquels ils s'organisent font que le type de code qui va être utilisé dans ce réseau pour coder tel ou tel attribut d'un stimulus ou d'une pensée ne sont pas les mêmes. Et c'est ça que l'on appelle trouver le code d'une région cérébrale. Eh bien, pour la vision dont je vous parlais, les dominos, ça a été trouvé dans les années 60-70 par deux grands chercheurs qui s'appellent Hubble et Wiesel. L'un d'entre eux est mort l'année dernière, qui ont eu le prix Nobel en 81 pour ça. Et donc, ils ont découvert que dans ce bout du cerveau dont je vous parle, le cortex visuel, vous avez ce qu'on appelle des colonnes corticales. Mais ça, on ne pouvait pas le deviner. Donc, les neurones sont organisés en colonnes. Et chaque colonne, eh bien, les neurones de cette colonne ont une réponse préférentielle pour un certain contraste, une certaine orientation d'un contraste dans le champ visuel et pour une certaine position dans le champ visuel. Et si vous me suivez bien, on arrive à un concept clé ici, qui est le concept qu'on appelle la rétinotopie. Autrement dit, on a appris grâce à ce demi-siècle de neurophysiologie comment la carte qui est sur la rétine, les photons qui frappent votre rétine, comment cette carte est reconstruite avec un espace spatial différent, un espace différent anatomique, ce qu'on appelle un codage rétinotopique, donc trouver point à point les régions du cortex visuel, de cette carte visuelle dans le cortex, qui répondent à la position sur la rétine. Si vous savez très bien faire ça, eh bien vous avez presque gagné. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que vous êtes capable, en pensant à une coordonnée, à un point spécial dans la rétine, de savoir quelle va être la région du cortex qui va répondre aux informations qui viennent de cet endroit de la rétine. Et si vous savez faire ça, et si vous avez même une fonction mathématique qui fait ça, eh bien vous pouvez inverser la fonction et partir du point cortical pour savoir d'où provient l'information rétinienne. Alors je résume une histoire un peu longue comme ça. Là on arrive dans les années 80. Mais on ne peut pas encore faire l'expérience de 2006. Parce qu'il nous manque encore deux autres branches. On a vu l'anatomie, on a vu de la physiologie cérébrale, mais il y a aussi de la technique qui arrive. Et la technique qui arrive, c'est l'invention de cette technique, pour le coup, révolutionnaire, qui est l'IRM, la résonance magnétique nucléaire, dont les premières bases ont été lancées, en fait, ont été posées vers la fin des années 40. Notamment par Lauterbur et Mansfield, qui ont eu un prix Nobel beaucoup plus tard pour ça, qui ont récompensé leurs travaux. On ne va pas développer non plus le principe de l'IRM, mais globalement, l'IRM permet, à partir de l'étude des perturbations magnétiques de certains spins, de certains atomes qui sont dans votre cerveau, ou ailleurs dans votre corps, de pouvoir inférer quel est l'environnement chimique qui est autour de la structure, et donc de créer des cartes, cette fois-ci, des cartes d'un signal qui vont nous parler de l'anatomie de la région concernée. Et ça, on arrive donc, la mise au point de ces premiers appareils, c'est les années 70, juste après le scanner, en fait. Bon,
Quatrième, vous voyez, je prends le temps de faire ça. Je ne vais pas le faire pour toutes les expériences dont je vais parler, mais je prends le temps. Parce que je trouve que le réflexe habituel d'ouvrir sa page web ou son journal et de dire « on peut décoder les émotions en lisant dans le cerveau », ben, vous voyez comme ça au petit déjeuner, vous vous dites d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire, quel est le sens même du mot décodage. Et ce que j'aimerais moi vous transmettre, c'est, je ne veux pas vous dire n'importe quoi, je vais vous transmettre des choses qui sont préparées, hein, il y a un plan dans mon esprit, mais d'arriver à vous transmettre justement quelques éléments de cette histoire qui vous permettront de comprendre, c'est ça l'objectif, quelle est la valeur vraiment, donc la limite, mais aussi la valeur propre de ces résultats. Donc on y est presque. On a vu de l'IRM qui fait des structures. Maintenant, on veut faire de l'IRM qui nous apprend, non pas la structure du cerveau, mais le fonctionnement des régions cérébrales. Et ça, il a fallu attendre encore un peu plus longtemps, le début des années 90. Et au début des années 90, il y avait 2 équipes qui ont réussi, dont une qui était dirigée par Denis Le Bihan, qui était aux États-Unis à l'époque, mais qui est français. Et donc, vous avez 2 papiers, comme les scientifiques sont des humains comme tous les autres, donc il y a des compétitions, comme en politique, comme partout. Eh bien, ils se sont fait un peu la guerre pour arriver à publier les premiers. Il y a une des équipes qui a gagné. Bref, les 2 articles sont publiés dans les proceedings de la National Academy des sciences américaines en 92 et 93. Et on a c'est ça, je vous aurais montré ces images, elles sont belles, il faut les imaginer. Les premières images d'activation cérébrale, lorsqu'on présente à un sujet sain des images, et aussi quand on lui demande de les imaginer. Et au passage, quelque chose d'intéressant, en philosophie, il y a une question que depuis très longtemps agite de nombreux philosophes, c'est est-ce que l'imagination partage quelque chose avec la perception? Est-ce que notre faculté à imaginer le monde repose sur nos facultés à le percevoir? C'est un vieux problème philosophique qui est extrêmement important parce que ça met en avant aussi les limites de l'imagination. On peut imaginer que ce qu'on est capable de se représenter de cette façon. Et on peut se représenter souvent que ce qu'on a pu percevoir. C'est une vieille question. Eh bien, au passage, cette expérience ne résout pas la question philosophique, mais apporte un élément intéressant. C'est qu'il semble effectivement que dans certaines conditions, quand vous forgez une image mentale, notamment qui doit être détaillée sur le plan spatial, eh bien vous avez besoin de solliciter les régions impliquées dans la perception. On réutilise la perception, mais dans le sens inverse. Au lieu que la perception alimente votre prise de conscience va en chemin inverse solliciter les propriétés de vos cartes perceptives pour créer une image mentale. Même imaginée, même sans l'objet, d'accord ? C'est une petite digression. Alors je reviens à l'expérience de Thirion. Eh bien maintenant, vous avez tous les éléments sauf un. C'est que l'IRM, ce sont des volumes de données très importants. Donc, comme c'est extrêmement important, c'est difficile d'apprécier la significativité d'une carte cérébrale, de savoir en quoi elle diffère d'une autre. Hein. Ça aussi, on pourra en parler. C'est que, juste une dernière digression là-dessus, quand vous lisez quelque part, eh bien, lorsque vous faites ça, votre cerveau s'allume. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Votre cerveau, il est tout le temps allumé. Alors souvent, ça déprime les gens parce qu'ils aiment bien penser qu'ils n'utilisent que 10% de leur cerveau et donc ils ont plein de potentiel qui les déculpabilise. Alors, si je le veux, je peux faire plus. Non, vous utilisez tous 100% de votre cerveau. Simplement, lorsque votre cerveau voit son activité se modifier, elle se modifie effectivement, mais de l'ordre de quelques pourcents de son activité de base. D'accord ? Autrement dit, si on revient à la question dont je vous parlais, si j'observe la carte IRM de l'activation des régions cérébrales d'un sujet pendant qu'il voit un domino versus un autre domino, eh bien je serais bien en peine, moi, à l'œil nu, de voir une différence. Parce que je devrais pouvoir deviner des différences de quelques pourcents sur un signal qui est bien plus important. Alors là, vous avez besoin d'un 4e partenaire, c'est le dernier, n'ayez pas peur, c'est les mathématiques, et notamment des classificateurs mathématiques qui permettent de prendre en charge ce genre de problème, notamment en réalisant des analyses qu'on appelle les analyses multivariées. Pour le faire très court, au lieu de voir ce qui se passe dans un tout petit bout du cerveau, et là vous êtes gêné parce que ce petit bout du cerveau, ce petit volume élémentaire, ce voxel comme on l'appelle, eh bien il y a des centaines de millions de neurones dedans, donc quand vous montrez 2 images qui se ressemblent, eh bien vous aurez une activation qui sera à peu près la même, quoi. Donc pour résoudre ce problème, vous ne devez pas vous limiter à ce qui se passe dans un voxel, mais vous devez voir ce qui se passe au même moment dans une population qui peut comprendre plusieurs milliers de voxels. Donc là, on est dans un espace qui n'est plus un espace unidimensionnel, mais on plonge dans un espace multidimensionnel. C'est comme si vous aviez un espace avec n dimensions, n sont vos voxels, et là vous pouvez avoir des outils mathématiques qui vous permettent de distinguer, dans cet espace qu'on ne peut pas imaginer, eh bien distinguer des perceptions différentes grâce aux configurations d'activation de ces différents volumes. Si je reviens, anatomie, physiologie, une technique fondamentale, ici l'IRM, des outils mathématiques adaptés à la question.
Eh bien, quand vous avez les 4 ingrédients, vous êtes capable de faire l'expérience dont je vous ai parlé au début, celle de Thirion. D'accord ? Donc voilà un exemple, je commence par ça. Voilà un exemple qui donne à saisir ce qu'on peut faire dans un laboratoire aujourd'hui, et peut-être demain dans d'autres structures qu'un laboratoire, à propos de l'imagerie cérébrale. Alors, quelques remarques, premièrement, c'est que il y a un point, souvent, qui est un point qu'il faut clarifier. Pour un scientifique, dire qu'on sait décoder ce que fait le cerveau, ça commence avec la propriété suivante, c'est qu'on peut faire mieux que le hasard. C'est-à-dire qu'on peut deviner mieux que le hasard ne le ferait de quelle information il s'agit. Mais mieux que le hasard dans la vie de tous les jours, ça ne vous intéresse pas beaucoup en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on est absolument, dans la plupart des expériences dont je vous parle, nous ne sommes pas du tout capables à 100% de pouvoir dire voilà à quoi penser le sujet. Mais on va dire si le hasard est à 16%, eh bien même si je suis capable de montrer qu'on peut faire à 17% et ça de manière différente de 16, eh bien là on est déjà dans une information qui est nouvelle, mais qui n'est pas nécessairement utilisable. C'est ça que je veux dire. Okay ? Donc le fantasme de se dire vous êtes dans une IRM et vous êtes transparent pour l'IRM, on voit toutes vos pensées, évidemment, ça ce n'est pas aujourd'hui quelque chose qui existe. Donc premièrement, bien s'entendre sur ce qu'on appelle décodage, les attentes, disons, du grand public en général, et le sens scientifique de ce terme de décodage. Deuxième information importante, dans l'expérience que je vous ai racontée, qui a demandé, vous avez vu, 150 ans de science, de connaissances et beaucoup d'efforts des chercheurs qui ont fait cette expérience, il ne s'agissait pas de dire « imaginez quelque chose et puis on va voir à quoi vous pensez ». Non, il s'agissait de vous contraindre dans un répertoire de 6 possibilités. Donc vous étiez... Et ce que votre algorithme mathématique arrivait à faire sur l'IRM, c'est de faire mieux que le hasard parmi ces 6 possibles catégories, d'accord ? Ces 6 formes de domino. Ce qui veut dire, c'est le point où je veux en arriver, c'est que souvent, les outils que nous utilisons aujourd'hui ont une capacité qui est restreinte dans un espace de catégories limité. On ne peut pas décoder en temps réel tout et n'importe quoi dans votre cerveau. D'accord ? Troisième point, ça demande souvent la participation active des sujets. Il faut qu'ils soient d'accord pour faire l'expérience, il y a une phase d'entraînement, donc on n'est pas dans une situation à nouveau où vous passez dans la rue, il y a une IRM qui a vu à quoi vous pensiez. Hein, vous pouvez aller au cinéma pour ça, mais pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on sait faire en tout cas. Voilà. Alors, je voulais en arriver là à travers ce premier exemple. Ensuite, je voulais vous amener sur plusieurs exemples différents pour ensuite élargir la question. Alors, je vais limiter mon nombre d'exemples, mais je vais en prendre encore 2 autres. On a une collègue américaine, Nancy Kanwisher, qui il y a quelques années a fait une expérience comparable. Cette fois-ci, c'est plus les dominos, ça va être des choses qui vont être plus intéressantes. C'est qu'à chaque essai, on vous montre soit un visage, soit une photo d'un lieu, d'un bâtiment, ou d'une place, ou d'un lieu. Alors, elle n'a pas fait ça par hasard, c'est que dans les réseaux cérébro-visuels, on a une manière de bien séparer ces 2 types d'objets. Ce ne sont pas les mêmes régions qui sont impliquées. Et avec une expérience d'IRM, elle a réussi là aussi, dans 85% des cas, à dire si le sujet était en train de voir une maison ou en train de voir un visage, non pas en trichant, c'est-à-dire en sachant ce qu'elle avait présenté au sujet, mais en analysant les données IRM, d'accord, dans cette situation. Pourquoi je vous parle de cet exemple ? Ce n'est pas le plus fameux, c'est qu'il arrive à un autre élément, il nous permet de saisir un autre concept important dans cette notion de lire dans le cerveau. Qu'est-ce qu'on peut lire dans le cerveau ? Ce qu'on a l'habitude d'appeler, de distinguer, le macrocode du microcode. Je m'explique. On peut dire qu'aujourd'hui, en 2014, savoir si vous pensez à une maison ou à un visage, soyons francs, on peut dire on commence à faire beaucoup de progrès là-dessus. Donc on peut assez facilement faire mieux que le hasard. Maintenant, là où ça devient beaucoup plus difficile, et c'est souvent l'élément le plus intéressant, c'est non pas macro-microcode, mais c'est le microcode. Ça veut dire, parmi l'ensemble des visages que vous êtes capable d'imaginer, à qui avez-vous pensé ? Et cette capacité, donc, à plonger dans le microcode, eh bien là, vous voyez, devient beaucoup plus difficile, puisqu'elle exige de faire quelque chose comme ce par quoi j'ai commencé, par l'exemple des dominos. Pour les dominos, on est dans du microcode, on arrive à distinguer des dominos différents. Et pourquoi on sait le faire ? Parce qu'on connaît déjà le code neuronal de ces régions. Alors que pour la plupart des autres régions cérébrales, nous ne connaissons pas encore leur code. Donc, nous ne savons pas savoir à quel visage vous pensez parmi 1000, par exemple. D'accord ? Donc là aussi, un élément important pour vous montrer les limites actuelles de ces concepts. Je vais passer à un dernier exemple avant de parler de quelques points qui concernent l'application de ces techniques pour les malades. Dernier exemple, c'est un exemple que je trouve, moi, fabuleux. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste pour... 10 minutes. Ah oui.
Eh bien, je ne vais pas vous raconter cet exemple. Sauf s'il y a des questions. Je répondrai avec plaisir aux questions. Alors, on va passer aux malades, parce que je pense que c'est un point très important. À partir de ces approches-là, on peut évidemment faire de la science, penser à des applications possibles dans différents domaines, mais on peut s'intéresser parmi ces domaines à la pathologie. Et en pathologie, il y a une situation très difficile qu'on appelle les malades non communicants. Et les malades non communicants, c'est-à-dire c'est des malades chez lesquels vous ne pouvez pas établir de manière claire et simple par l'examen clinique s'ils sont conscients ou pas, s'ils sont conscients d'eux-mêmes, de l'environnement ou pas. Certains d'entre eux le sont probablement, d'autres le sont sans doute pas du tout, et puis au milieu, c'est difficile de dire, d'accord? Et donc là, on a besoin d'avoir des outils en plus. Alors ces outils en plus, je prends une seconde pour le dire. Je suis neurologue également, donc c'est pas pour défendre ma chapelle que je dis ça, mais parfois les gens ont l'impression qu'avec l'IRM, avec tout ça, eh bien on n'a plus besoin tellement de faire de la clinique, de l'examen clinique. En fait, j'ai pas le temps de vous le détailler, mais c'est le contraire. Aujourd'hui, en 2014, si vous voulez être médecin, vous devez encore mieux connaître la sémiologie, les signes cliniques qu'on examine sur le malade, pour une raison très simple, c'est comprendre ce que vous mesurez. Parce que sur une IRM, pour le coup, vous allez voir des tonnes de choses. Et savoir ce qui est pertinent par rapport au tableau clinique exige que vous maîtrisiez la sémiologie, je dirais même mieux qu'avant. Mieux qu'à une époque où les gens passaient leur temps à faire ça. Donc attention, ces outils ne sont pas là du tout pour se substituer à la pratique clinique. Au contraire. Ceci étant dit, on a besoin de nouveaux outils. Eh bien, depuis quelques années, avec Stanislas Dehaene, avec qui j'avais fait ma thèse, avec qui je continue à travailler, et toute une équipe de nos 2 laboratoires, on a mis en place des tests. Et nous ne sommes pas les seuls, il y a d'autres équipes, là, je n'aurais pas mentionné New York parce que ça fait un peu hype, un peu branché, là, mais en tout cas, c'est vrai. Et on avait une réunion avec les 6 centres qui, dans le monde, principalement s'intéressent à ces techniques, en IRM ou en EEG, pour essayer d'améliorer les techniques. Eh bien, dans cette mouvance-là, avec Stanislas, nous avons mis au point un test, et avec Tristan Beckenstein, qui était un postdoctorant à cette époque dans mon laboratoire, un test que je ne vais pas vous raconter là, mais qui permet on fait écouter des sons à des malades, et on leur donne l'instruction, on ne sait pas s'ils comprennent, etc. Et on leur demande, en fait, de prendre conscience d'une certaine régularité d'un essai à l'autre. En leur disant qu'à un moment donné, ça va pas continuer comme ça, il y aura des violations, c'est pas comme ça qu'on parle, mais il y aura des violations de cette régularité, et on demande aux malades de compter dans leur tête chaque fois qu'il y a un son rare, un son différent. Le paradigme est un peu plus compliqué, mais l'idée générale est ça. Et quand vous faites ça avec un casque de EEG ou de l'IRM, mais le casque de EEG c'est beaucoup plus pratique pour être au lit du malade, et ça nous offre une précision temporelle importante, eh bien ce que vous êtes capable de voir, c'est que vous pouvez identifier une sorte de signature cérébrale qui vous permet de dire, lorsqu'elle est présente, qu'il y a eu un accès conscient, une prise de conscience de la violation des sons. Donc c'est un point important, vous voyez. Alors cette mesure est très spécifique, mais elle est très peu sensible. Autrement dit, il y a beaucoup de malades dont on sait qu'ils sont conscients par le simple examen clinique, mais qui n'ont pas cette signature. Pourquoi? Parce que cette signature ne permet pas de savoir s'ils sont conscients ou pas, elle permet de savoir s'ils ont pris conscience d'une information particulière. Donc si vous êtes conscient mais vous n'avez pas compris ce dont on vous parle, ou que vous avez votre attention qui fluctue, etc., vous avez beaucoup de raisons de multiplier les probabilités entre elles et de rater en fait le test, d'échouer. Mais pour vous donner un exemple d'application, c'est un exemple, j'en parle parce que c'est celui qu'on développe depuis maintenant presque 10 ans, mais il y en a d'autres. Donc on peut commencer à utiliser ces connaissances de décodage pour aller au-delà de l'examen clinique. L'idée étant que les malades conscients qui ne peuvent pas communiquer, nous pourrons bientôt, j'espère, leur offrir des moyens de communiquer directement en étant capables de lire le code de l'information qu'ils veulent communiquer. Et il y a certaines expériences avec des patients qui commencent déjà à montrer des résultats prometteurs, mais très, 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 très élémentaires pour le moment. Voilà, je vais terminer sur les 7 dernières minutes par prendre un petit peu de l'âge en disant simplement la chose suivante. C'est qu'en travaillant dans cette discipline qui est la neurologie, les neurosciences de la cognition surtout, on voit bien qu'on est dans un mouvement qui a été décrit parfois comme le mouvement de naturalisation de la culture. L'idée en fait que face à l'ancienne dichotomie qui oppose nature et culture, de dire qu'en fait, on peut commencer à écrire une sorte de biologie de la culture. C'est ça que ça veut dire, en fait. Ça veut dire que la manière de laquelle, par exemple, vous écrivez, vous inventez le langage, ou vous inventez des codes sociaux, etc., eh bien, évidemment qu'il y a un facteur culturel, comme en génétique, il y a l'épigénétique qui joue un rôle important, mais ce facteur culturel, il est ancré dans une certaine biologie.
Et ça, c'est d'après moi un point très très important à appréhender, et là aussi à appréhender correctement, c'est-à-dire à appréhender sans fantasme et sans crainte de disparaître, sans crainte d'être éliminé par une discipline, etc., mais juste de prendre la mesure de ces phénomènes. Et cette notion de naturalisation de la culture, elle intervient dans plusieurs disciplines, plusieurs champs. En médecine, c'est le premier, et là, on pourrait dire qu'en tout cas, on peut en discuter, mais entre guillemets, pour le meilleur, en tout cas, on l'espère, c'est-à-dire pour apporter des améliorations pour la prise en charge des malades, mais également pour la pédagogie, c'est-à-dire quand on comprend comment fonctionne la mémoire humaine, quand on comprend comment fonctionne l'apprentissage d'un système d'alphabet, etc., eh bien, ça peut être intéressant, non pas de remplacer un pédagogue, mais que le pédagogue soit neuro-informé et des connaissances sur le fonctionnement du cerveau. La même chose pour l'expertise judiciaire, pour l'expertise de patients, vous en parlez tout à l'heure, des patients, on a des histoires de chasse, entre guillemets, tout le temps, de malades qui, suite à une lésion frontale, finissent en prison, c'est rare, mais finissent en prison sans que personne se soit posé la question de savoir s'ils n'ont pas eu un problème cérébral. C'est exceptionnel, mais pour dire simplement que ces connaissances-là, on voit bien qu'elles ont un statut un peu différent de la physique quantique ou de la chimie organique qui fait peur à personne, mais parce que là, on parle du sujet, on parle de la subjectivité, et qu'il y a donc un recouvrement avec des questions qui ont souvent été explorées pour l'instant par d'autres disciplines. Donc je pense que c'est très important, c'est un processus historique, donc on ne sait pas vers où ça va aller, mais qu'en tout cas qu'il y ait une prise en compte la plus juste possible, ça veut dire ni fantasme, ni minimisation de comment cela procède. Et je terminerai juste avec ça, c'est que ce qui fait l'intérêt scientifique et humain de cette période aujourd'hui, d'après moi, c'est le fait que nous sommes dans une période, notamment pour ces connaissances des neurosciences, dans lesquelles nous devons fonctionner sous un régime d'incertitude. Penser qu'il n'y a pas d'incertitude dans notre façon d'appréhender le fonctionnement du cerveau est faux. Là, c'est de l'idéologie ou c'est du fantasme. Nous devons apprendre à raisonner et donc à prendre des décisions, parfois difficiles, sous régime d'incertitude. Si ce thème vous intéresse, il y a Daniel Kahneman, qui est un psychologue qui a eu un prix Nobel pour ses travaux là-dessus, qui montre effectivement que quand vous êtes en régime d'incertitude, il faut être très lucide. Parce que si vous n'êtes pas lucide, vous allez faire des biais cognitifs. Vous allez prendre des décisions à des questions difficiles, mais en commençant par transformer les questions difficiles en questions faciles, et là vous dire, bien sûr, j'ai la réponse. Sauf que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, en tout cas si je peux me permettre. Ce que je pense, c'est que par exemple, pour revenir au décodage cérébral, je vais finir avec ça, les deux écueils, à mon sens, aujourd'hui, en 2014, c'est d'un côté de dire l'imagerie cérébrale n'a rien à voir avec la vie mentale. Je pense que c'est un propos stupide. À l'inverse, dire la vie mentale, on l'a dans l'IRM là. C'est aussi stupide. Les deux sont stupides comme propos, je pense. Donc ça veut dire que pour arriver à appréhender les problèmes qui sont devant nous, on est obligé de respecter cette complexité. Je ne suis pas un apôtre de la complexité. La complexité pour la complexité, c'est souvent un argument un peu de lâcheté. C'est se réfugier. Oh, c'est compliqué, vous savez. Non, mais il y a des choses qui sont vraiment compliquées. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Et je pense qu'il faut avoir une certaine forme de courage à prendre en compte ces connaissances telles qu'elles se présentent devant nous, être lucide de tous les biais possibles dans leur signification et avancer avec ça. Voilà. Et je crois malheureusement que je vais devoir m'arrêter maintenant. Mais je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce n'était pas trop brouillon. Voilà. Merci. Alors là, pas du tout. Merci. Voilà, merci, puis merci à vous tous et merci à Lionel. Alors, vous parlez de jet lag, là, ce ne soit pas du tout. Merci d'avoir accepté au dernier moment de ne pas diffuser les PowerPoint. Voilà, merci. On va toujours rester dans le domaine du cerveau, mais cette fois avec une autre interrogation, en fait, qui est celle posée par Israël Nizan sur qu'est-ce qui fait que nous avons besoin de morale et d'éthique. D'où ce titre, qui d'ailleurs on pense à Emmanuel Levinas, son visage m'oblige. Israël Nizan. Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais dire et remercier les collectivités territoriales, Monsieur le maire, Monsieur le président de la communauté urbaine, Monsieur le président de région, d'aider les Strasbourgeois à bénéficier de telles ouvertures et de le faire sans limite politique
car la bioéthique n'est ni de droite ni de gauche. Et je remercie également Monsieur le Préfet de sa présence parmi nous. Et je voudrais, avant de commencer, également remercier Nadia, car tout ça, c'est Nadia Aubin qui l'a réalisé. Et je voulais vous dire que c'est un immense travail. Vous avez dit éthique, morale, préoccupation de l'autre. D'où nous vient tout cela, à nous les humains? D'où nous viennent ces comportements où l'empathie prend le pas sur l'intérêt personnel bien compris? D'où nous vient l'altruisme? Car si on peut dire en première approximation que notre nécessité de vivre en société nous a contraints depuis longtemps à nous plier à des règles communes, la question peut se poser aussi de savoir ce qui est la poule et ce qui est l'œuf dans cette affaire. C'est peut-être parce que nous sommes capables de nous préoccuper de l'autre que nous avons pu et voulu construire une vie sociale. La question plus profonde est d'identifier la source de la morale et de ses règles. Pour Francis Collins, directeur du NIH en 2010, il paraissait indiscutable. Le NIH, c'est une institution scientifique américaine, très grosse institution, l'équivalent de notre INSERM aux États-Unis. Il paraissait indiscutable d'admettre une source surnaturelle à la morale. Il dit « La morale incarne l'indice le plus solide de l'existence de Dieu ». Et pour Philippe Kitcher, philosophe américain, il dit la chose suivante « Le travail éthique a été entravé par un postulat. Il y a forcément une autorité en éthique, un point de vue à partir duquel on peut discerner la vérité de façon sûre. Les philosophes se sont attribués le rôle de remplaçants éclairés des maîtres religieux qui, dans le passé, prétendaient savoir. Ce qui peut nous paraître comme issu d'une transcendance, ne serait-ce pas tout simplement au départ, et dans sa forme la plus rudimentaire, un héritage génétique que nous partageons ou retrouvons en partie chez nos proches cousins, les grands singes. En d'autres termes, la capacité d'empathie et de préoccupation de l'autre ne serait-elle pas largement innée dans l'espèce humaine? L'empathie nécessite une conscience de l'autre et une sensibilité à ses besoins. C'est la capacité de ressentir en soi ce qu'un autre éprouve, donc de se mettre à sa place. Et on peut formuler le principe général qu'en sont dotées toutes les espèces animales qui prodiguent des soins à leurs petits. Une tortue est programmée pour rechercher l'environnement le plus adapté à l'incubation dans le sable, au-dessus du niveau de l'eau. Elle creuse un trou, y dépose ses œufs et les recouvre en tassant bien le sable avec ses nageoires arrière et abandonne ensuite le nid. Les petits en sortent quelques mois plus tard et se ruent vers l'océan, au clair de lune. Ils ne connaîtront jamais leur mère et réciproquement. Pas d'empathie possible ici. Mais soyez prudents, s'il vous prend l'envie de déranger un bébé alligator, ses vagissements gutturaux feront voler vers vous sa mère au-dessus de l'eau. Il y a donc un sentiment maternel chez certains reptiles comme les crocodiles qui peuvent transporter leurs petits dans leur gueule et leur laissent se servir de viande au fond même de leur gosier. Plus le nombre de rejetons que fait naître un animal est petit, mieux il va s'occuper d'eux. Si on peut dire que tous les animaux agissent au mieux pour eux-mêmes et pour leurs petits, cette sollicitude n'est probablement pas consciente chez la plupart d'entre eux. Mais il n'y a pas que le maternage qui soit à l'origine de notre capacité d'empathie. Être capable de reconnaître des sentiments et des émotions sur le visage de l'autre est également fondamental. Les grands singes, chimpanzés et bonobos, sont-ils capables de reconnaître le visage de leurs congénères et les sentiments sur leurs traits? Les visages simiesques sont aussi différents que les visages humains, et chacune des deux espèces est sensible à la distinction en son sein. Quand on teste des chimpanzés sur leur capacité à reconnaître sur des photos des visages de chimpanzés, ils sont excellents.
Il semble même qu'il soit capable de détecter les parentés sur les ressemblances et d'identifier comme nous les identités filiatives et même de lire sur les traits du visage la tristesse, la joie, la peur et la menace. Avez-vous déjà vu un chimpanzé qui rigole quand on le chatouille sous les bras? Ou le visage d'une guenon qui se rend compte que son petit est mort? Tout comme nous, les singes, petits et grands, luttent pour le pouvoir, jouissent de leur activité sexuelle, veulent la sécurité et l'affection, tuent pour le territoire et valorisent la confiance et la coopération. Nous vivons à une époque où notre parenté avec les grands singes est de mieux en mieux acceptée, même s'il est vrai que nous ne sommes jamais à court de thèses sur ce qui nous distingue des autres espèces animales. Mais pas moyen de discuter avec l'ADN, puisqu'il élimine le choix arbitraire par les humains des traits qu'ils ont envie de privilégier. Dans un arbre généalogique fondé sur l'ADN, l'humanité n'occupe qu'une courte branche qui s'est détachée de celle des grands singes voilà environ 6 millions d'années, une courte période par rapport à l'ancienneté des primates qui remonte à plus de 300 millions d'années. Et les croisements ultérieurs nous ont enrichis. Avec les Néandertaliens, par exemple, ils sont désormais démontrés, puisque 2 à 6% de notre ADN leur est dû. Mais aussi avec les grands singes, ça ne nous plaît pas, mais c'est comme ça. Une hybridation initiale laisse entendre que nos ancêtres auraient continué de fréquenter, au sens biblique du terme, les grands singes, comme cela se passe aujourd'hui entre les grizzlies et les ours polaires, ou encore entre les loups et les coyotes. Nous descendons des grands singes, mais d'aucun grand singe qui existe aujourd'hui. Même si les proportions physiques des bonobos, leurs longues jambes et leurs épaules étroites, leurs canines réduites et leur naturel plus paisible que celui des chimpanzés, ont de quoi nous intriguer. Même si notre cerveau est 3 fois plus gros que celui d'un chimpanzé, il ne contient aucune structure nouvelle. Même cortex préfrontal, d'une taille assez ordinaire comparée à celui des autres primates. Nul ne doute de notre supériorité intellectuelle, mais il n'est aucun de nos besoins et désirs fondamentaux qui ne soit aussi présent chez nos proches parents. C'est pourquoi l'éthologie et la primatologie moderne sont si riches d'enseignements, en particulier sur ce qui justifie la morale, qui ne nous vient pas forcément d'en haut. La compassion et le besoin de justice ne pourraient-ils pas provenir d'une source intérieure? Pour les philosophes, c'est par la raison que nous en arrivons à la délibération morale. Le processus est donc vertical. Nous formulons des principes, puis nous les imposons au comportement humain. Mais les délibérations morales ont-elles réellement lieu sur un plan aussi élevé? Ne sont-elles pas nécessairement ancrées dans qui nous sommes, dans ce que nous sommes? Il est au contraire probable, comme le dit David Hume, que notre raison soit l'esclave de nos passions. Loin d'avoir élaboré la morale à partir de rien, simplement par la réflexion rationnelle, il est vraisemblable que nous ayons eu une puissante impulsion innée venue de la profondeur de notre réalité d'animaux sociaux. Cependant, le chimpanzé n'est pas un être moral. Le débat est en effet propre aux humains. Rien n'indique que des animaux se demandent si des actes qui ne les touchent pas directement sont convenables ou non. Traiter du bien ou du mal suppose un accès à l'abstraction, donc au langage. C'est ce qui fait la spécificité de la morale humaine, qui lui permet d'ailleurs d'accéder à des normes universelles avec leur justification, leur système de surveillance et de sanction. Les humains sont très sensibles à la récompense et à la sanction, à l'opinion que l'on peut avoir d'eux. La biologie peut nous aider à comprendre les modalités de l'élaboration morale sans pour autant qu'elle ne puisse formuler à notre place des avis éthiques. Nous sommes fondamentalement des animaux sociaux et cela nous prédispose à des comportements mutuels plus ou moins élaborés. Il est possible de reconnaître chez les chimpanzés des valeurs auxquelles nous sommes attachés. On a vu des femelles chimpanzés tirer des mâles réticents l'un vers l'autre pour qu'ils se réconcilient après un combat, tout en leur enlevant les armes des mains.
Franz de Waal, dans un livre qui s'appelle Le bonobo, Dieu et nous, aux origines de l'humanisme chez les primates, raconte la mort d'un chimpanzé dominant, Amos, parvenu à son apogée alors qu'il n'était jamais ouvertement agressif. Porteur d'un cancer du foie, il avait perdu en 1 an 15% de son poids, mais se comportait normalement tant que c'était physiquement possible. Présenter des signes de vulnérabilité lui aurait fait perdre son statut. Il n'a donc rien laissé paraître jusqu'à la veille de sa mort. Alors qu'il était assis et haletant, une femelle, Daisy, lui a pris doucement la tête pour nettoyer la zone tendre derrière les oreilles. Puis elle s'est mise à pousser vers lui de la laine de bois et l'a insérée à plusieurs reprises entre son dos et le mur pour qu'il puisse s'y adosser, un peu comme nous ferions en disposant des oreillers dans le dos d'un patient à l'hôpital. Elle extrapolait donc à partir d'elle-même, elle qui ne partageait jamais sa laine de bois avec quiconque. Les grands singes sont capables d'adopter le point de vue d'un autre, surtout s'il s'agit d'un ami en difficulté. Les chimpanzés réussissent bien les tests d'adoption de point de vue de singe à singe. En milieu naturel, ils sont attentifs à ce que les autres savent ou ne savent pas. Dans leur monde implacable, un mâle doit dissimuler le plus longtemps possible son handicap physique pour garder l'apparence d'un dur, mais leur communauté est suffisamment soudée pour qu'ils puissent compter sur l'affection et l'assistance des autres, et cette dualité est cruciale. La morale serait superflue si nous étions universellement gentils. Ce qui nous permet de distinguer le bien du mal, c'est bel et bien notre aptitude à être bon ou mauvais. L'attitude de Daisy vis-à-vis d'Amos est altruiste, car c'est un comportement qui a un coût pour celui qui le pratique, alors que ses bénéfices vont à un autre. L'altruisme se développe à partir de l'empathie avec des êtres en difficulté. Et l'essence même de l'empathie consiste à brouiller la limite entre soi et l'autre. Il y a chez nombre de mammifères une pulsion altruiste qui les fait réagir aux signes de détresse des autres. Comprendre les besoins des autres et réagir de manière appropriée, ce n'est pas la même chose que la tendance préprogrammée à se sacrifier pour l'intérêt collectif qui s'observe chez les insectes. Azalea, née d'une femelle âgée, était une guenon rhésus trisomique. Elle avait un sérieux retard dans son développement moteur et dans ses compétences sociales et commettait de grosses bourdes, comme par exemple menacer le mâle alpha. Bien que les macaques soient prompts à punir celui qui enfreint les règles du groupe, Azalea bénéficiait d'une immunité, comme si les autres singes avaient compris qu'il ne servait de rien de la réprimander. Il n'y a pas que les humains qui s'occupent de leurs enfants handicapés. On peut considérer les humains soit comme intrinsèquement bons mais capables de faire le mal, soit comme intrinsèquement mauvais mais capables de faire le bien. Je me range délibérément dans la première catégorie. Il est tout à fait courant que les chimpanzés aident des individus auxquels ils ne sont pas apparentés. Ainsi, Washoe, première femelle chimpanzé au monde à avoir appris la langue des signes américaine, a entendu une femelle qu'elle connaissait à peine tomber à l'eau en hurlant. Elle a bondi par-dessus 2 clôtures électriques pour rejoindre la victime et la traîner jusque sur la terre ferme. L'investissement le plus coûteux de tous, l'adoption de jeunes sans lien de parenté, se retrouve également chez les grands singes, et pas seulement chez les femelles. De pareils événements sont décrits avec précision pour des jeunes ayant perdu leur mère et a fait l'objet d'un documentaire en 2012 qui s'appelle Chimpanzé. La mère d'Oscar est morte de cause naturelle pendant que l'équipe de tournage se trouvait au bon endroit. Oscar a été adopté par Freddy, qui partageait ses aliments avec lui permettait de dormir dans son nid, le protégeait contre les dangers et partait à sa recherche quand il était perdu. Ce comportement peut durer pendant des années, puisque les chimpanzés ne deviennent adultes qu'à l'âge de 12 ans. Encore une particularité de Néotène partagée avec les humains. À part l'allaitement, ces beaux-pères assument toutes les tâches de la mère à l'égard de leurs rejetons. Les chances de survie de ces orphelins en sont fortement accrues, et d'ailleurs, les échantillons ADN montrent que ces mâles ne sont pas forcément apparentés à ceux qu'ils ont adoptés.
L'acte le plus altruiste de tous est sûrement chez les mammifères, représentés par les soins maternels à leurs petits. Il s'agit de l'investissement le plus coûteux et le plus long pour d'autres êtres que soi-même que l'on connaisse dans la nature. Certains scientifiques refusent d'ailleurs de classer ces soins dans la lignée des comportements altruistes, car il y manquerait la dimension essentielle qu'est le sacrifice. L'hypothèse selon laquelle l'altruisme devrait faire mal à qui le pratique pourrait être fausse. Il faut que l'altruisme, cependant, ait un coût. Les soins maternels des mammifères pourraient bien être le modèle du comportement altruiste. La philosophe américaine Patricia Churchland voit la morale humaine se développer à partir des tendances maternantes. Le circuit neural très archaïque qui régule certaines fonctions corporelles de l'organisme intègre les besoins des enfants, et ce sont les mêmes mécanismes du cerveau qui serviraient de base aux relations de sollicitude. C'est ce qui pourrait expliquer certaines différences entre les sexes. Les bébés filles regardent plus longtemps les visages que les bébés garçons, qui regardent plus longtemps des jouets mécaniques. Elles sont d'ailleurs plus tard meilleures interprètes des émotions et des expressions, plus sensibles aux voix, plus affectées après avoir fait du mal à quelqu'un et mieux capables d'adopter le point de vue de l'autre. D'ailleurs, chez les chimpanzés, les femelles consolent plus souvent leurs congénères que les mâles. Elles s'approchent des victimes d'une agression et les enlacent tendrement dans les bras jusqu'au moment où les cris cessent. Puisque prendre soin de sa famille ou de ses proches est gratifiant, on a pu dire qu'il s'agit de comportements égoïstes au niveau émotionnel. Pourquoi l'altruisme ne pourrait-il pas apporter du plaisir, comme toutes les autres tendances naturelles des humains? L'altruisme, grâce à l'empathie, peut être à la fois authentique et gratifiant, sans quoi il n'aurait pas pu être sélectionné par l'évolution. Quand un grand singe doit choisir entre un levier qui lui permet d'obtenir pour lui seul de la nourriture et un levier qui en délivre en même temps à un partenaire, voilà ce qui se passe. Il a la possibilité donc d'avantager l'autre sans qu'il lui en coûte. Si on place les chimpanzés les uns à côté des autres, séparés par un seul grillage, ils choisissent l'option altruiste 2 fois sur 3. C'est pas très élevé, mais c'est pas aléatoire non plus. Ce choix altruiste peut même monter jusqu'à 9 sur 10 s'il y a un copain à eux qui est de l'autre côté du grillage. Chez les enfants, ce choix altruiste se produit dans 80% des cas. Donc plus important que les chimpanzés. Il n'y a donc, avec les chimpanzés, qu'une différence de degré. Et on peut dire qu'eux aussi savent se soucier du bien-être des autres et d'ailleurs d'exprimer de la gratitude à qui les a aidés. Par exemple, le lien a été établi entre la toilette mutuelle et le partage d'aliments. Quand un singe en a toiletté un autre, il a une plus grande probabilité de recevoir de celui-ci des faveurs ultérieures. La société chimpanzé tourne autour du donnant-donnant pour l'alimentation, le sexe, la toilette et le soutien dans les combats. Ils tiennent des comptes précis et développent des attentes, créent des obligations et réagissent négativement si leur confiance est trahie. Notre espèce partage certaines règles avec certains gènes avec les bonobos qui n'existent pas chez les chimpanzés, et nous partageons avec les chimpanzés des gènes qui n'existent pas chez les bonobos. Les chimpanzés mâles chassent ensemble, font alliance contre des rivaux politiques et défendent collectivement un territoire contre des voisins hostiles. Ils rivalisent entre eux pour le prestige et se disputent les femelles. Association et rivalité s'entremêlent donc, comme chez les mâles humains, plus que pour les femmes d'ailleurs, où la frontière n'est pas aussi floue entre conflit et coopération et où une amie est clairement distincte d'une rivale. Bien que les humains ne recourent pas au sexe social aussi facilement que les bonobos, il sert cependant de lien au sein de la famille humaine. Dès qu'un bonobo a une blessure, même minime, les autres l'entourent, l'inspectent, le lèchent et lui font une petite toilette. Cette capacité à l'empathie pourrait provenir de l'existence dans le cerveau des grands singes de neurones en fuseau qu'on pensait spécifiques des humains. Ces neurones interviennent dans la conscience de soi, l'empathie, le sens de l'humour et le contrôle de soi. Les aires cérébrales
qui interviennent dans la perception de la détresse d'un autre et le contrôle des pulsions agressives, qui sont l'amygdale et l'insula antérieure, sont élargis chez les bonobos. Cette mosaïque de caractéristiques fait de nous des singes bipolaires, selon l'expression de Franz de Waal. Dans nos bons jours, nous sommes aussi aimables que peuvent l'être les bonobos, et dans nos mauvais jours, aussi dominateurs et violents que peuvent l'être les chimpanzés. Nous avons cette capacité merveilleuse d'habiter le corps de l'autre. Nous activons inconsciemment dans notre cerveau des représentations neuronales d'actes moteurs semblables à ceux que nous percevons et attendons chez l'autre. Les sourcils froncés nous attristent, les sourires nous rendent heureux. La joie fait tache d'huile, la tristesse aussi. Le processus d'empathie naît de connexions corporelles inconscientes liées aux expressions faciales, aux voix et aux émotions. Les humains ne décident pas d'être empathiques, ils le sont. L'empathie naît d'une synchronisation des corps et d'une diffusion des humeurs. Le bébé qui pleure avec les autres, ou l'enfant qui rit avec un groupe d'adultes après une blague qu'il n'a pas comprise, mais aussi la contagion du bâillement en sont des exemples. Giacomo Rizzolatti et Corrado Sinigaglia d'Italie du Nord ont découvert et publié récemment les neurones miroirs qui s'activent lorsqu'on effectue une action, mais aussi lorsqu'on voit quelqu'un la réaliser. Ces neurones fusionnent les individus au niveau corporel et rendent compte de l'expression des émotions, mais ils sont aussi le mécanisme de notre compréhension d'autrui et sont probablement à la base des comportements sociaux. Il est d'ailleurs courant de se protéger de cette stimulation nerveuse, comme en atteste la manière dont certains mettent la main devant les yeux quand une scène cinématographique est intenable. N'oublions pas cependant que ces neurones miroirs ont été découverts chez les macaques. Ils aident les primates à imiter les autres. Et ils aiment être celui qu'on imite. Les neurosciences récentes montrent qu'il n'y a pas de frontière claire et nette entre émotion humaine et émotion animale et que l'empathie va de corps à corps. On a mal de voir une aiguille s'enfoncer dans le bras de quelqu'un, surtout si c'est son propre enfant. Les centres de la douleur s'allument du simple fait de regarder la scène. Il y a donc un rôle de la familiarité dans l'empathie qui a été montré chez les singes qui bâillent plus lorsqu'ils voient bâiller en vidéo un singe qu'ils connaissent que lorsqu'il s'agit d'un singe qu'ils ne connaissent pas. Ce canal corporel du mimétisme, les intentions de Nadia sont désordres, vous avez remarqué. Vous avez de l'empathie. Ce canal corporel du mimétisme, de la contagion émotionnelle et de l'empathie, véhiculé par les neurones miroirs, est aussi ancien que l'ordre des primates et peut-être plus encore. Devant ces comportements de consolation d'un individu blessé ou malade qui existent aussi bien chez les singes que chez les humains, on peut se rassurer en maugréant que les animaux ne sont pas des hommes. Mais cependant, les hommes sont bel et bien des animaux. Minimiser la complexité du comportement animal sans en faire autant pour le comportement humain, c'est ériger une barrière artificielle. Je m'explique. Si deux espèces étroitement apparentées agissent de la même façon dans des circonstances semblables, il est probable que les processus mentaux qui sous-tendent leur comportement sont aussi les mêmes. Faute de quoi, il faudrait postuler que dans la brève période écoulée depuis notre séparation avec les singes, il y a 6 millions d'années, les deux espèces aient développé des manières différentes d'engendrer le même comportement. Tant qu'on ne pourra pas prouver qu'un singe qui réconforte un congénère a d'autres motivations qu'un être humain qui fait de même, on peut s'en tenir au postulat que les deux espèces sont mues par les mêmes élans. Quand nous voyons une société disciplinée comme le sont celles des grands singes, une hiérarchie sociale est souvent à l'œuvre. Elle détermine qui peut manger ou s'accoupler le premier et repose en dernière analyse sur la violence. Ce n'est pas seulement que les singes connaissent leur place, ils savent à quoi s'attendre s'ils violent la règle. Toute hiérarchie sociale est un gigantesque système d'inhibition et c'est sûrement ce qui a préparé le terrain à la morale humaine, car elle aussi en est un.
Nous venons d'une longue lignée d'ancêtres aux hiérarchies bien développées, pour lesquels l'inhibition sociale est une seconde nature. Il suffit de constater à quel point nous nous investissons dans les règles morales d'autorité. Autorité à l'égard d'un mâle alpha ou de Dieu qui nous a remis la loi sur la montagne. La vénération de la loi morale par l'humanité traduit la mentalité d'une espèce où l'on aime rester en bons termes avec ses supérieurs. Rien n'est plus révélateur que notre réaction après une transgression. Nous baissons les yeux, évitons le regard des autres, rentrons les épaules, plions les genoux, réduisons notre stature, notre bouche s'affaisse, nos sourcils s'écartent pour n'exprimer aucune menace. Nous avons honte, nous cachons notre visage dans nos mains, nous voudrions disparaître sous terre. Ce désir d'invisibilité est une réminiscence des postures de soumission. Les chimpanzés rampent devant leur chef, s'abaissent pour pouvoir lever les yeux vers lui ou tournent leur postérieur dans sa direction pour montrer qu'ils ne le menacent pas. La honte dans les cultures humaines peut être comparée à l'attitude universelle du subordonné face à un dominant en colère. Elle reflète la conscience d'avoir irrité les autres qu'il faut désormais apaiser, comme l'impose un très ancien système hiérarchique. Deux grands facteurs soutiennent le code social des primates. L'empathie, qui évite de faire souffrir sans nécessité, et la menace de conséquences négatives ou de sanctions. Ces deux facteurs créent un ensemble intériorisé de directives morales qui permet à des partenaires qui n'ont pas la même force ni les mêmes aptitudes, mâles et femelles, adultes et enfants, de poursuivre un vivre ensemble mutuellement agréable. Ne pas respecter ce code social, c'est se marginaliser, donc se fragiliser. Les châtiments les plus spectaculaires sont ceux des jeunes mâles qui se sont aventurés trop près d'une femelle sexuellement attirante. Jusque-là, on leur permettait de traîner autour de ces femelles et même de s'accoupler avec elles s'ils en étaient capables. Mais un jour, inévitablement, le climat de concurrence entre mâles déborde et une agression impromptue contre un jeune survient. L'un des mâles, tout poil hérissé, va fondre sur le don Juan sans méfiance, l'empoigner et le projeter brutalement vers le sol. Les jeunes mâles n'ont besoin que d'une ou deux leçons de ce genre. À partir de là, tout mâle adulte pourra les écarter d'une femelle instantanément, d'un seul coup d'œil ou en faisant un pas en avant. C'est ainsi que les jeunes apprennent à maîtriser leurs pulsions sexuelles. Chez les humains, le processus social d'apprentissage est le même. Au début, tout passe. Puis la gamme des comportements acceptables se réduit de plus en plus. Nos systèmes moraux sont donc fondés aussi sur le châtiment, la justice répressive, la mise à l'écart de tricheurs, le principe de la réparation et les feux éternels de l'enfer pour les pécheurs. Inoculer la crainte de la sanction, nos sociétés et les religions y travaillent activement. Il est clair que les humains vont beaucoup plus loin que les grands singes en matière de soucis communautaires. Nous savons mieux calculer l'impact de nos actes et de ceux des autres sur l'intérêt général et discuter entre les règles et les sanctions à instituer ou brider une infraction légère pour que le même individu n'en commette pas une plus grave. Grâce au langage, nous connaissons des événements anciens ou distants. Chez les humains, tout le monde sait par le détail les méfaits d'un individu, y compris dans le village d'à côté. Les humains ont porté la constitution des réputations et le souci de la communauté à un niveau qui n'a aucun équivalent chez les grands singes, et ils ont ainsi resserré le filet moral autour de chaque individu. Les émotions morales concernent le bien et le mal dans l'abstrait, indépendamment des conséquences pour nous. L'observation des chimpanzés ou des bonobos ne peut pas nous dire ce qui est bien ou mal, la science non plus d'ailleurs. Mais la connaissance du monde naturel nous aide à comprendre comment et pourquoi nous en sommes venus à nous soucier les uns des autres et à viser des résultats moraux. Nous le faisons parce que notre survie dépend de notre bonne relation avec les autres et d'une société où on coopère. Les petites bandes d'humains préhistoriques où tout le monde se connaissait n'avaient pas besoin d'un grand surveillant. Entourés de parents, d'amis et d'autres membres de notre communauté, nous avions d'excellentes raisons de respecter les règles et de nous entendre entre nous.
nous avions une réputation personnelle à défendre. Ce n'est que lorsque nos ancêtres ont commencé à se rassembler en sociétés de plus en plus vastes que les mécanismes du face-à-face se sont effondrés. Ces grands regroupements ont eu besoin de grands dieux pour surveiller d'un œil d'aigle tous les faits et gestes. La morale est donc antérieure à la religion. Nous, les humains, nous étions tout à fait moraux quand nous errions par petites bandes dans la savane. Ce n'est que lorsque la taille du groupe s'est mise à croître et les règles de la réciprocité et de la réputation à s'affaiblir qu'un Dieu moralisateur est devenu nécessaire. La divinité aurait donc été utile pour nous aider à vivre comme nous estimons devoir le faire. Nous aimons ce qui est moral et c'est la raison d'être de Dieu à qui nous avons conféré la capacité de nous maintenir sur la route étroite et droite que nous n'avons cessé de suivre depuis l'époque où nous vivons en petite bande. Si on est convaincu que la morale nous vient essentiellement de notre fort intérieur, on peut espérer que les grandes nations seront à même de forger pour l'avenir un contrat moral valable pour tous et pour toutes les cultures. La loi morale n'est ni imposée d'en haut, ni déduite de principes soigneusement raisonnés. Elle naît de valeurs ancrées et innées qui sont là depuis des temps immémoriaux. Puisque la vie collective est indispensable à la survie, le désir d'appartenance, l'envie de s'entendre, d'aimer et d'être aimé nous pousse à faire tout ce que nous pouvons pour rester en bons termes avec ceux dont nous dépendons. D'autres primates sociaux partagent cette valeur et s'appuient sur le même filtre entre émotion et action pour parvenir à un modus vivendi mutuellement agréable. C'est ce filtre que nous voyons à l'œuvre quand les chimpanzés mâles désamorcent une querelle au sujet d'une femelle en se toilettant mutuellement jusqu'à ce que la tension descende. C'est une simple question d'inhibition. Et je vais terminer sur le besoin d'équité, commun avec les grands singes, qui n'est pas un produit de notre rationalité et qui provient de nos émotions de base. Le besoin d'équité et de justice constitue une aptitude très ancienne, née du besoin de préserver l'harmonie face à la compétition pour les ressources. Les jeunes enfants font une crise s'ils reçoivent une part de gâteau plus petite que celle de leurs frères ou sœurs. « C'est pas juste !» hurle-t-il. Ce souci de partage des ressources a une longue histoire. Si, pour la même tâche, 2 guenons reçoivent des tranches de concombre, tout va bien. Mais si on se met à donner à l'une des grains de raisin, l'autre rejette avec virulence les tranches de concombre qui auparavant la satisfaisaient totalement et se met à secouer sa cage avec colère et hurlement. Le refus d'un aliment correct parce que l'autre est mieux loti est une réaction irrationnelle qui transcende l'espèce. Notre sens de l'équité, loin d'être le produit de notre rationalité, provient de nos émotions de base. Le problème dans nos sociétés humaines, c'est que certains nagent dans le raisin aux yeux même des autres qui n'ont d'autre choix que de vivre au pays du concombre. Comme nous, les animaux ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Même sur le plan sexuel, les bonobos ont certes moins de contraintes que nous, mais il leur faut une partenaire consentante et l'absence de mâle dominant. Ils ne peuvent pas menacer un nourrisson ni voler la nourriture à une femelle. Même s'ils n'ont pas de notion du bien et du mal, leurs valeurs ne sont pas entièrement différentes de celles qui sous-tendent la morale humaine. S'adapter, obéir aux règles sociales, exprimer son empathie aux autres, réparer les dégâts après un conflit et s'élever contre des dispositions injustes, même si on n'appelle pas cela une morale, il s'agit pour le moins de prescriptions fortes sur le comportement. La morale a donc une origine très humble. Elle nous vient d'en bas, comme nous le montrent les comportements des primates, et pas d'en haut, comme cela nous a été parfois suggéré. D'une certaine manière, tout ceci constitue une grande source d'espoir, que notre vivre ensemble soit porté par notre évolution à l'ère où les intérêts particuliers et l'avidité qui les illustre donnent l'impression de prendre le dessus sur l'intérêt général de l'humanité. Avons-nous besoin que les dieux nous disent ce qui est moral ? Une action est-elle morale parce qu'elle plaît aux dieux ou plaît-elle aux dieux parce qu'elle est morale ? Se demandait Socrate. Il y a longtemps. Et nous aussi, d'ailleurs, on se pose la même question. Car nous savons tous fort bien que le visage de l'autre nous oblige à l'éthique et à la morale.
Merci à tous et à demain.